président des États-Unis et de la Grande-Bretagne présente la bataille de Tunisie. Produit par les services cinématographiques britanniques et américains. Distribué par le ministère britannique de l'Information. Heure H, moins 18. Destination inconnue. Secret militaire. Voici la plus grande expédition qui ait jamais quitté les côtes des États-Unis. Elle est menée par le pavillon bleu de la marine américaine. Au sud de l'Angleterre, à 6400 km, un convoi encore plus important, 2 fois plus important, fait mouvement à travers les mers, protégé par cette grande machine qu'est la marine britannique. Les destroyers ferment la marche. Les croiseurs protègent les flancs. Au-delà de l'horizon, les cuirassés. Du pont des porte-avions. Et depuis la côte, les avions de la flotte aérienne et la patrouille côtière contrôlent l'espace aérien et sondent les mers. Au sud, ils forment un véritable bouclier. À l'est et au nord-est, le convoi américain. Au sud et à l'ouest, les Britanniques. Depuis la création du monde, jamais les eaux n'ont été troublées par une telle armada. C'est la conséquence d'une opération conjointe qui commença 4 mois plus tôt à Washington. L'heure est grave. Le président des États-Unis accueille le Premier ministre anglais. À la Maison-Blanche, cette nuit-là, les lumières ne sont pas éteintes. Les 2 dirigeants ont réuni leur chef d'état-major. Dans l'esprit de tous les participants à cette conférence secrète, qu'ils soient civils ou militaires, le plan suivant prend forme. 2 offensives de l'Axe se dirigent vers l'Est. Au nord, von Barth se fraye un chemin à travers l'Ukraine vers le Caucase. Au sud, Rommel avance vers la frontière égyptienne. Les 2 armées comptent se rejoindre en Iran puis se diriger vers l'Inde. En Orient, le Japon occupe les côtes de Chine, la Malaisie et la Birmanie, et projette d'envahir l'Inde par l'ouest. Si ces 2 offensives arrivent à se rejoindre, la Russie et la Chine, hormis quelques ports lointains de l'Arctique, seront complètement isolées. Les matières premières japonaises seront aisément disponibles pour la production allemande, et les peuples d'Europe, d'Asie et d'Afrique, 7/8 de la population mondiale, seront asservis. Au petit matin, une décision est prise, audacieuse et révolutionnaire à la fois. Audacieuse parce qu'alors que les choses vont plutôt mal pour nous, nous allons passer à l'offensive. Révolutionnaire parce que cette offensive est conçue, planifiée et mise en œuvre par 2 nations. L'heure et l'endroit sont décidés. Le nom de code de l'opération est Acrobat. Les 2 éléments essentiels sont la fulgurance et le secret. 120 jours pour préparer et déclencher une offensive depuis des positions que 5000 km séparent. Une opération qui engage des centaines de milliers de soldats et marins américains et britanniques. Des millions de travailleurs, hommes et femmes, américains et britanniques. C'est seulement en unissant leurs efforts que le plan peut devenir réalité, à condition que celui-ci reste secret. Quelques dizaines d'hommes, pas plus, connaissent la totalité du plan de cette immense opération conjointe.
À Londres et à Washington, des officiers britanniques et américains sont installés dans des bureaux où nuit et jour ils vont travailler ensemble à la tâche qui leur est impartie. Peu à peu, par cette proximité imposée, ils vont apprendre à mieux se connaître et à se respecter. Ainsi, l'armée alliée va naître de cet échange. Heure par heure, ces hommes reçoivent les nouvelles de cette immense entreprise à haut risque qui s'élabore à une vitesse folle. Une véritable course contre la montre. Aux États-Unis, on envoie des hommes et des provisions vers la côte atlantique. En Angleterre, par la route et par le train, l'armée, elle aussi, est en marche. Nuit et jour, les dockers travaillent. Ils battent tous les records de tonnage embarqué. Pour chaque soldat britannique ou américain, 10 tonnes de matériel. Des deux côtés de l'Atlantique, l'effort est considérable. Armes, camions, avions, réserves d'essence, d'eau, de nourriture, barbelés, locomotives. Pour ne mentionner que les munitions, nous en avons embarqué plus de 520 sortes différentes. Et chaque cargaison est partie à temps, secrètement.
et le convoi avance en cachette. Je m'appelle McAdam, Joe McAdam, Kansas City, Kansas. Simple soldat, première classe. J'étais sur un des bateaux que vous voyez. Je faisais partie d'un des plus grands spectacles du monde, mais je ne le savais pas. Trop de bateaux, on ne pouvait pas tout voir d'un coup. Eh bien, nous qui avions gueulé pour avoir de l'action, on allait être servis. Mais on ne savait pas où. Norvège, France, Italie, Chine. Finalement, le 5e jour, on a eu des nouvelles. Je veux dire, celles qu'on attendait. On nous a distribué des petits guides. Je me souviens de la première ligne. Vous allez être soldat des États-Unis en Afrique du Nord. Ça m'a donné un coup de fouet. Pourquoi l'Afrique du Nord? C'est quoi le plan acrobate? Le convoi d'Amérique se dirige vers l'est, celui d'Angleterre vers le sud. À un endroit donné à l'ouest de Gibraltar, le convoi britannique se divisera en deux. Pendant 12 heures, les deux moitiés avanceront dans des directions opposées. Puis la seconde moitié fera demi-tour et suivra la première, passant Gibraltar 24 heures après elle. Ainsi, avec une précision d'horloger, l'opération conjointe commencera par des débarquements simultanés à Casablanca, Oran, Alger. Casablanca pour protéger notre flanc contre une attaque de l'Axe venant du Maroc espagnol. Oran et Alger pour y établir des bases sûres depuis lesquelles nous pourrons avancer vers l'Est. Puis, occupation de la Tunisie, afin de couper la ligne d'approvisionnement de Rommel au-dessus de la Méditerranée. Ensuite, prise en tenaille et destruction de l'Africa Corps de Rommel par nos forces alliées et celles de la 8e armée britannique. Une des pinces de l'Axe sera alors coupée et les sources de ravitaillement du cap de Bonne-Espérance diminuées de moitié grâce à notre contrôle de la Méditerranée. L'Afrique du Nord sera à nous et de là nous pourrons attaquer le cœur de la citadelle de l'Axe. C'étaient là les principaux objectifs du plan acrobate. Dans les deux convois, les hommes gardaient le moral, ne sachant pas ce que l'on attendait d'eux. Pour la plupart, ce voyage était une expérience nouvelle. Ils n'avaient jamais été aussi loin de chez eux. C'est certainement mon cas. Je m'appelle George Metcalf. J'étais vendeur de fruits et légumes sur Dewey Street. On avait le magasin depuis longtemps, mais au fond, dans la famille, on est plutôt des militaires. Mon père était à Passendale et moi à Dunkerque. Je n'avais jamais vu un rassemblement de gars comme ceux qui étaient sur le bateau. Des types de Glasgow, New York, Londres, Melbourne, Le Cap, Montréal, Chicago, Birmingham, Wellington, Bethel Green, tout quoi. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que nous, les internationaux, on s'y mette. Alors, pendant que je pèle les patates, j'écris une super lettre à ma copine. Je lui raconte les bateaux qui zigzaguent, les poissons volants, les baleines. Enfin, je n'en ai pas encore vu, mais je pense qu'elle a envie de savoir que je m'amuse. Et là, j'ai autre chose à lui dire. La meilleure nouvelle depuis longtemps. Ils viennent de l'afficher au tableau. L'offensive de la 8e armée n'était qu'une phase d'une stratégie plus large, comprenant entre autres les bombardements de Gênes, Naples, Turin. Le bombardement précis des usines Renault qui fabriquent les tanks de Rommel. Tout cela fait partie du plan acrobate. Et l'ennemi n'en sait toujours rien. Rien, alors que le sous-marin transportant le général Mark Clark s'approche des côtes africaines, porteur d'un message à passer clandestinement en France. Rien sur l'arrivée à Gibraltar du général Eisenhower, où il est rejoint par le général Henry Giraud, qui a reçu le message secret du général Clark. L'ennemi ne saura rien jusqu'à la dernière minute, alors que la première moitié du convoi britannique passe devant la forteresse de Gibraltar. L'armada traverse de nuit le détroit. L'heure a été soigneusement choisie, car ici, dans ces eaux étroites, on s'attend à une attaque. Sur les bateaux et sur les rochers, tout le monde est aux aguets. Pourtant, le convoi passe sans encombre. C'est comme si, pour l'heure, l'épée de l'ennemi lui était tombée des mains par indécision.
Cette fois-ci, c'est à Rome et à Berlin que les lumières restent allumées. Pour la première fois depuis le début de la guerre, quelqu'un d'autre mène la danse. Mais avant que l'ennemi ait pu rassembler ses esprits et ses forces, nos bateaux ont pris position au large de leurs objectifs. Des actions planifiées depuis 4 mois arrivent à leur point culminant. À Casablanca se trouve le convoi d'Amérique. À la tête des troupes, leur commandant, le général Patton. Soldats et marins, on ne sait pas si l'armée française d'Afrique empêchera notre débarquement, mais toute résistance, d'où qu'elle provienne, doit être anéantie. Ceci dit, si les soldats français se rendent, acceptez et traitez-les avec respect, en adversaires courageux et futurs alliés. Souvenez-vous, les Français ne sont pas des nazis ou des Japonais. 8 novembre 1942, consigne du jour. Les mots « play ball », transmis par le commandant du corps expéditionnaire, signifient que toutes les forces doivent passer à l'offensive. Un projecteur tourné vers le ciel signifie que l'ennemi accepte les conditions des Alliés. Heure H, pour l'Amérique, première radiodiffusion sur ondes courtes. Nous ne voulons pas vos terres, nous combattons notre ennemi commun. De Londres, le général Charles de Gaulle, ne résistez pas. De Gibraltar, le général Giraud, nous accueillons les Alliés sur le territoire français. Comment seront reçues ces paroles ? Play ball. La bataille a commencé à Casablanca. Entre-temps, à Alger, nos barges de débarquement sont prises sous le feu des batteries ennemies, mais les vaisseaux de la marine britannique réduisent ces dernières au silence. Une fois encore, on demande aux troupes françaises sur le rivage de manifester leur soutien en tournant le faisceau de leurs projecteurs vers le ciel. Très vite, ça et là, le long de la côte, des projecteurs pointent dans la nuit. À l'aube, les avions de combat de Gibraltar, dotés de réservoirs supplémentaires, décollent sans même attendre de savoir si les terrains d'aviation à Alger ont été pris. À 7 heures du matin, Alger ne résiste plus. Les troupes britanniques et américaines ont débarqué à l'est et à l'ouest de la ville, pénétré sur une trentaine de kilomètres et pris toutes les hauteurs et les positions avantageuses. À Alger, en ce novembre mémorable, se trouve l'amiral Jean Darlan, dauphin du maréchal Pétain. Après avoir consulté ce dernier, le commandant général français accepte de rendre la ville. Au même moment, à Oran, les parachutistes et l'infanterie, transportés en avion à 2400 km de l'Angleterre, ont atterri avec mission de prendre les terrains d'aviation, tandis que les troupes américaines se déversent sur les plages protégées par la marine britannique. Ici, comme à Alger, la bataille ne dure que quelques heures. Mais à Casablanca, les combats font rage.
Les batteries côtières et les grands canons du cuirassé français le Jeanne d'Arc, plusieurs croiseurs, destroyers et canonniers crachent un feu meurtrier. Les canons des bateaux américains doublés de bombardements précis les font taire. Au nord et au sud de Casablanca, quittant les plages pour l'intérieur des terres, des troupes de choc coupent les lignes de chemin de fer et toutes les voies de communication avant de converger vers la ville. Deux jours plus tard, les Allemands envahissent la zone française libre. L'amiral Darlan déclare que Pétain, chef de l'État, est prisonnier de l'Axe et ordonne la fin des hostilités en Afrique du Nord. Preuve supplémentaire de la surprise provoquée par notre débarquement, des commissions d'armistice allemandes sont capturées dans chaque ville. Leur travail, dépouiller l'Afrique du Nord de ses matières premières et produits fermiers. Les Nord-Africains ne sont pas fâchés de les voir partir. Dès lors, tout va très vite. Le général Anderson arrive à Alger pour commander la première armée britannique. Le général Giraud prend le commandement des troupes terrestres françaises et rejoint le général Eisenhower. Tous sont prêts à partir. Une fois de plus, le drapeau tricolore, la bannière étoilée et l'Union Jack flottent côte à côte. Mais l'ennemi n'a pas perdu de temps. Par mer et par air, il déverse hommes et matériel à Tunis et à Bizerte. Malgré cela, nous décidons de partir en campagne sur le champ, espérant gagner ces villes avant que la puissance de l'ennemi ne soit trop grande. C'est une décision audacieuse, car la première armée britannique compte tout juste une division, et il nous faut conserver la majorité des troupes américaines pour défendre nos positions au Maroc. Nous partons avec d'autres handicaps. Les routes sont en mauvais état, les chemins de fer insuffisants. De l'autre côté de la montagne, l'ennemi a des sources d'approvisionnement proches, en Sicile et en Sardaigne. Les nôtres, depuis notre base improvisée d'Alger, sont 4 fois plus éloignés. Encore plus important, nous manquons de terrain d'atterrissage en aval, tandis que l'ennemi peut trouver en Tunisie tous les aérodromes permanents dont il a besoin. Enfin, en moins d'un mois, le climat va changer. En ces derniers jours d'automne, nos maigres forces pourront-elles remporter un succès éclair contre un ennemi bien plus fort? Avec une immense énergie, la chose va être tentée. Par la route, l'infanterie alliée, les tanks et l'artillerie avancent vers la colline. Par voie ferrée, les hommes du général Giraud avec des mules pour le transport en montagne. Par avion, les parachutistes britanniques et américains sont envoyés pour s'emparer de terrains propices à l'atterrissage et d'autres positions tactiques. « 480 km plus à l'est, à seulement 100 km de la frontière tunisienne, les commandos débarquent. Là, les terrains d'aviation pris par nos parachutistes sont déjà sous le feu de la Luftwaffe.
C'est notre unique terrain d'atterrissage permanent et on sera obligé de le défendre à plusieurs reprises. En 3 colonnes, nous avançons vers Tunis et Bizerte. Et l'ennemi continue à entrer en masse en Afrique. 1000 hommes par jour à la mi-novembre. Parmi eux, le maréchal Kesselring, le commandant en chef de la Méditerranée, homme de sinistre renommée à Varsovie et à Rotterdam. Le 18 novembre, 10 jours après notre premier débarquement, les forces combinées des troupes alliées ont traversé la frontière de la Tunisie et les escarmouches sont fréquentes. On avance toujours plus loin. L'ensemble des unités françaises, britanniques et américaines déblaient la terre, gagnent du terrain, combattent à la fois l'état des routes et les Allemands. Le 22 novembre, nous sommes à Béja, à 700 km de Tunis. Des nouvelles nous parviennent qu'à 50 km, les Français du général Barré tiennent Medjez el-Bab face aux Allemands. Les Français se battent avec acharnement, équipés seulement de mitraillettes et de fusils. Le général Anderson se porte à leur secours. Ensemble, nous tenons Medjez, désormais un point clé, et forçons les Allemands à se retirer. Mais nous sommes sous le feu et de plus en plus exposés aux tanks et aux avions ennemis. Le 25 novembre, la première vraie attaque yankee a lieu. « 15 tanks ennemis sont détruits. Les autres se retirent. Et nous avançons toujours vers Tunis et Bizerte. Une véritable course contre la montre et le climat. 100 km de Bizerte, 80, 60. Notre ligne de ravitaillement s'amenuise. Nos renforts diminuent. 50 km de Bizerte, 30 km, 28 km de Tunis, 25, 23. Et des collines, nos patrouilles voient la ville. Mais l'attaque ennemie s'amplifie au maximum. Des bombardements aériens contre lesquels nous ne pouvons pas grand-chose. Nos approvisionnements sont épuisés. Nos pertes sont lourdes. Même si le but est devant nos yeux, la course a été longue. Cette première poussée, cette aventure risquée, est un échec. Nous nous replions dans les collines. Mais alors que nous nous retirons pour reprendre des forces, nous trouvons devant nous un nouvel ennemi, l'hiver. Nos terrains d'aviation si rapidement improvisés sont inondés et nos avions ne peuvent plus décoller. Les routes coulent comme des torrents. Nos tanks sont immobilisés. Tout espoir d'une victoire rapide est englouti dans une mer de boue. Mais la course pour Tunis et Bizerte n'est pas vaine. Notre ligne de front s'étend maintenant du sud à Medjez el-Bab par Ousseltia, Faïd, Maknassé, Gafsa,
le long de la crête des montagnes, connue sous le nom de Grande Dorsale du Nord, séparant les plaines côtières occupées par les Allemands des régions montagneuses à l'ouest. Une progression allemande est possible par une série de passes qui traversent la Grande Dorsale et durant tout l'hiver, nous tenons ces passes contre de fréquentes attaques allemandes. Dans le monde à l'époque, cette période était considérée comme un moment d'inactivité militaire. Une période durant laquelle nous avons souffert à peu près la moitié des pertes totales de toute la campagne d'Afrique du Nord. Eh oui. Alors que vous lisez dans vos journaux le mot répit, songez que George Metcalfe, dans la sacrée infanterie, n'en a jamais eu. Toutes les nuits, on est de garde, à patrouiller dans les collines et les bois. Et on repart avec des boissons chaudes, des mitraillettes et quelques grenades à main. Et si nous avons de la chance, on dégotera quelques boches et on en fera prisonnier. Fred Parker, c'est le meilleur. Il était braconnier. Ça lui vient donc naturellement. Quand on rentre, on est tellement sale que vous ne pouvez pas deviner si nous sommes des hommes ou des paquets de boue ambulants. On s'est ramassé la moitié de la boue de la Tunisie en rentrant ce matin. On a à peine le temps de la gratter qu'il faut déjà repartir le soir pour se ramasser l'autre moitié. C'est la belle vie. On pourrait croire que la boue africaine serait différente de la française, par exemple. Le copain français dit qu'elle pèse plus ici, mais moi, vu le mal que ça donne, je ne vois pas de différence. La boue rend le pain blanc-marron, comme tout le reste. Tenir son arme nickel, ça c'est le pire. Fred Dunn, il lui reste que la moitié de son pan de chemise. Mais une chose qui nous sauve, c'est les mulets. Ouais, les mulets. S'ils n'étaient pas là, on crèverait de faim. Pas parce qu'on les mange, non. C'est pas ça que je veux dire. Mais ils nous apportent des vivres. Seuls les mulets et les aigles arrivent jusqu'ici. Des kilomètres de boue. De la boue, c'est tout. J'ai dit à ma copine que je me collerais à elle comme la boue. C'est un sacré engagement. Dès que les terrains étaient suffisamment secs, nos avions décollaient pour attaquer la Luftwaffe. Bien qu'ils soient inférieurs en nombre, en 4 semaines, ils ont abattu 241 avions ennemis contre une perte de 89 des nôtres. À l'arrière, jour après jour, les forces aériennes stratégiques décollent pour réduire l'effort de guerre ennemi à néant. Des libérateurs de l'Est, des travailleurs de l'Ouest s'avancent pour détruire des bases ennemies en Italie, la Sardaigne, la Sicile. Mais sur Terre, aucune offensive ne peut être lancée avant le printemps. En attendant, de chaque côté de la Grande Dorsale, la puissance s'accumule. On se prépare à l'affrontement. Du côté allemand, les routes d'approvisionnement sont longues de 150 000 marins et du nôtre, de centaines de milles de terre, puis de milliers de milles d'eau. Le long de cette chaîne de montage mondiale opèrent les usines d'Amérique et d'Angleterre, de Birmingham à Alger, de Détroit à l'Iran, de Manchester, Los Angeles, de Leeds, de Pittsburgh et Casablanca.
Des vieux trains sont montés sur place, chargés de fret et envoyés. L'Atlantique Sud devient une route aérienne autant que maritime. Du Brésil, des vols de P-38 équipés de réservoirs supplémentaires sont lancés par-delà l'océan. Chaque vol est conduit, dirigé et protégé par une forteresse volante. Des avions amenés par bateau d'Angleterre et assemblés à Gibraltar sont envoyés en Tunisie. Presque 1500 avions arrivent au front par cette voie. Menant au front, on construit des routes où rien n'existait auparavant. Des avions géants atterrissent sur des terrains à moitié terminés, livrant des cargaisons de matériel. Notre réservoir de puissance se remplissait. La Tunisie sera le théâtre d'une campagne majeure. Une campagne qui se déroulera là où Scipion et Hannibal se sont combattus. Où déjà 3 fois dans l'histoire, de grandes armées ont été détruites entre les montagnes et la mer, sur ces collines et dans ces plaines qui sont une fois encore le décor des tensions de la guerre. Mais aujourd'hui, le bruit fracassant de l'artillerie a remplacé le barrissement des éléphants. Ce n'est pas un empire qui est en jeu, mais une façon de vivre. Noël 1942. Nos soldats et pilotes sont en Tunisie, dans le désert de l'Ouest, réunis dans de petites églises à ciel ouvert. Ils pensent à leur foyer et à ceux qu'ils aiment, au loin, à des centaines de milliers de kilomètres. Les pensées de nos soldats sont à New York, dans le Middle West, dans les villes et les villages de France, sur les plaines et les collines de l'Inde, dans les maisons du Cap et dans le Veldt africain, sous la neige du Canada ou sous le soleil de Noël en Nouvelle-Zélande et en Australie, sans oublier le brouillard et la pluie de Londres et d'Édimbourg. Ils pensent aussi à leurs camarades morts. Et pourquoi ils sont morts? À la cause qui leur a fait traverser les mers pour combattre, la cause de la liberté, de la tolérance et de la dignité, la cause de la paix. Et ils ont le sentiment que l'horizon commence à s'éclaircir, comme à l'approche d'un nouveau jour. La plupart des gars ont reçu des paquets pour Noël. Mais vous savez ce qu'il y avait dans le mien? Des dattes fourrées. Manger des dattes fourrées sous les dattiers, vous imaginez ça, vous? Enfin, une chose de bien à propos de Noël, du vague à l'âme, on en a eu, ça c'est sûr, mais on a aussi eu le repas de Noël.
tout le monde a été nourri. Même les animaux. C'est là que j'ai commencé à remarquer les gamins. Oh, d'abord, ils étaient timides, mais les gamins arabes sont exactement comme ceux de chez nous quand il s'agit de bonbons. La plupart avaient l'air à moitié morts de faim. Les Allemands leur avaient tout pris. Alors, on a donné la moitié de nos rations de lait à la Croix-Rouge qui les a redistribuées. Pendant les moments de repos, on se promenait. Ah, on en a vu des choses. On s'est demandé comment sont les filles mortes derrière leur voile. Mais ça n'a pas été plus loin que ça. Un dimanche, en plein mois de janvier, on traînait, on écoutait les nouvelles de chez nous, on sonne le rassemblement. Ils nous disent de faire briller les cuivres et de cirer les cuirs. Il y en a qui ont dit « Et alors ?» Eh bien, on a su, et ça m'a vraiment pris de court. C'était le président lui-même dans une Jeep. Et quand on a vu Monsieur Churchill arriver sans son cigare, on savait que ça allait chauffer. Dans un petit hôtel au bord de la mer à Casablanca, la discussion démarre immédiatement. Le but, planifier la victoire en Afrique et au-delà. D'abord, une rencontre entre les généraux Segerland et Giraud, qui a remplacé l'amiral Darlan, assassiné un mois plus tôt. À l'issue de la rencontre, les Français s'unissent, ceux qui n'ont jamais perdu espoir et ceux qui viennent de le retrouver. Ensuite, on crée un commandement unique pour la campagne tunisienne. Les troupes alliées présentes dans la région sont majoritairement britanniques. Mais d'un commun accord, c'est le général Eisenhower qui commande, avec 3 officiers britanniques sous ses ordres. Le général Alexander pour les troupes de terre, l'amiral Cunningham pour la flotte et le général Teter pour l'aviation. Sous leurs ordres, des officiers et des soldats britanniques, américains et français côte à côte. Une campagne militaire unique. Finalement, on détermine les conditions de cessation des combats, la capitulation inconditionnelle. Nos alliés russes et chinois sont informés de toutes ces décisions au fur et à mesure. La conférence terminée, M. Churchill s'envole pour Tripoli afin d'accueillir la 8e armée victorieuse et lui expliquer le rôle essentiel qu'elle aura à jouer dans les prochains jours. L'heure décisive est arrivée. L'ordre de bataille est arrêté. Au nord, la première armée britannique. Au centre, les troupes françaises du général Giraud. Au sud, les Américains. Encore plus au sud, un petit groupe de combattants français a accompli une marche historique de 2400 km et pris position sur le flanc gauche de la 8e armée britannique qui fait face à la formidable ligne Marette, derrière laquelle, après un long repli, l'armée de Rommel s'est retranchée. La Tunisie est couverte de troupes allemandes. 15 divisions en tout. Et pas des troupes d'amateurs, mais des vétérans aguerris qui ont fait la Pologne, la France, les pays baltes. Renforcés par 7 divisions italiennes, ils sont armés avec ce qu'il y a de plus récent, y compris les derniers modèles d'avions de combat et de bombardiers de la Luftwaffe. Les ordres allemands sont tenir la Tunisie à tout prix, garder le contrôle de la Méditerranée.
Rommel, debout derrière sa ligne Marette, devine qu'il sera bientôt pris à revers par les Alliés, groupés de l'autre côté de la Grande Dorsale, ainsi que par la 8e armée à Marette. Il décide donc d'attaquer le premier pour déjouer la menace. Le 14 février, il lance l'offensive. Des colonnes lourdement armées se précipitent par le col de Thièbe, traversent la barrière montagneuse et envahissent la vallée. Devant cet assaut, les Alliés se replient avec de lourdes pertes. Le 21, l'ennemi se ferait un chemin par le col de Kasserine et ses colonnes blindées avancent sur 3 fronts. La colonne la plus importante vise Tébessa, notre base d'approvisionnement au sud de la Tunisie. Une autre s'approche de Tala, ville clé pour nos lignes de communication. Mais à portée de main de ses objectifs, Rommel est arrêté. Les forces américaines, britanniques et françaises ne reculent pas sous l'impact et leur contre-attaque arrive à percer ces lignes. Dans le même temps, nos bombardiers pilonnent les voies de communication et d'approvisionnement ennemis. La menace n'existe plus. Passant devant les machines de guerre allemandes détruites, nous occupons à nouveau le col de Kasserine et le 17 mars, l'ancienne ligne de front est rétablie. Sitôt que Rommel voit l'échec de sa poussée vers l'ouest, il essaie de lancer sans succès une attaque contre la 8e armée. Les Allemands dévoilent un nouveau tank, le Tigre. Les Britanniques, un canon anti-tank. « 52 tanks Tigre sont réduits en cendres. À partir de là, l'initiative nous appartient. Parmi les stratégies que nous pouvons maintenant envisager contre l'ennemi, le général Eisenhower en choisit une qui voit la situation militaire comme un cylindre. Un mur occidental, les forces alliées débarquées le long de la Grande Dorsale. Au nord et à l'est, notre puissance aérienne et maritime concentrée sur la Méditerranée. Les ports maritimes de Tunis et de Bizerte serviront de soupape d'admission, par laquelle les troupes ennemies, qui ont échappé aux attaques dévastatrices des avions et des sous-marins basés à Malte, s'engouffreront dans le cylindre. Au fond du cylindre, il y a la puissante 8e armée britannique, qui sert de piston, et qui, de son mouvement ascendant, va repousser l'ennemi vers un espace toujours plus réduit dans les hautes collines à l'ouest de Tunis et de Bizerte. Leur prise est un élément clé de la stratégie. Car ces collines sont la bougie qui, lorsque le piston aura mis l'ennemi sous haute pression, fera exploser la masse combustible. C'est le but final de la stratégie. Pour réussir, il faut une coordination parfaite entre les forces terrestres, maritimes et aériennes. L'aviation du nord-ouest africain est divisée en 5 principaux groupes, dont 3 de combat. La force aérienne stratégique, sous le commandement du général Jimmy Doolittle. Des géants, des bombardiers de longue portée qui pilonnent sans cesse les bases et les navires ennemis. La force aérienne côtière, dirigée par le général Lloyd. Ils combattent le jour et la nuit. Ils protègent les ports et les convois. Et enfin, la force aérienne tactique, issue d'une nouvelle conception de la puissance aérienne mise au point par les Britanniques au Moyen-Orient. Tous les chasseurs et bombardiers, britanniques ou américains, sont placés sous commandement unique, de sorte que nous puissions frapper où et quand il le faut, avec toute la force de nos puissances réunies. C'est le général Cunningham qui commande cette force, et le général Alexander, toutes les troupes au sol. Ils vivent et travaillent côte à côte dans un campement des montagnes tunisiennes. Cette étroite association sera la clé de la victoire ultime. Vers le milieu du mois de mars, tout est prêt. C'est au général Cunningham que revient le premier pas. « 24 heures durant, la ligne Marette est pilonnée par nos bombardiers. Puis le général Alexander ordonne de mettre le piston en mouvement. Montgomery prépare cette bataille depuis 3 mois.
Comme à El Alamein, il a décidé de frapper après un tir de barrage sous un clair de lune, pendant que d'autres troupes avancent pour contourner l'ennemi sur sa gauche. Le front d'attaque doit traverser les gorges de Wadi Zigzaou. Il faut vite créer une tête de pont qui permette aux tanks et à l'artillerie de traverser le Wadi avant que l'ennemi ait le temps de lancer une véritable contre-offensive. 3 jours avant l'attaque, il se met à pleuvoir à torrents. Le lendemain, nos hommes combattent avec acharnement. Seulement 4 tanks ont pu traverser, mais grâce à eux, notre infanterie réussit à tenir la tête de pont. L'ennemi, craignant un nouveau El Alamein, retire ses blindés d'autres secteurs pour les jeter dans la bataille. Alors que la bataille fait rage, notre aile gauche, emmenée par le général Freyberg et ses Néo-Zélandais, renforcés par la première division armée, contourne le flanc ennemi et se précipite à travers 240 km de désert vers El Hama. Le coup est maintenant porté par 50 000 hommes au sol, dans les airs par des bombardiers, des avions de combat et des avions anti-tanks. Les Allemands, coincés par les hommes de Northumberland à Meerut, déplacent leurs blindés. Trop tard. Les Néo-Zélandais, connus maintenant sous le nom de Crochet Gauche, percent la ligne de front. La ligne Marette est renversée. Le piston se met en mouvement grâce aux exploits des ingénieurs sud-africains qui construisent des routes. Les forces navales et aériennes lâchent bombes et obus tout au long du front maritime. Nos avions de combat tirent sur leurs avions de transport qui continuent à déverser des hommes par la soupape d'admission. Les avions ennemis tombent du ciel par centaines. Au sol, la première armée britannique est une menace constante dans le nord, alors qu'au centre, les Français attaquent à Pichon. Plus au sud, les Américains percent à Al-Qatar et à Maknasseh, mettant une pression constante sur la paroi terrestre du cylindre.
Le 7 avril, une patrouille américaine de tanks légers qui avançait vers l'est rencontre des patrouilles de la 8e armée britannique qui avançaient vers le nord. Ça nous a fait vraiment quelque chose de rencontrer ces gars. Ils avaient fait 3200 km sans jamais arrêter de se battre. Ah oui, ça nous a fait quelque chose. Ça, c'est les gars qui lui ont cassé les reins à l'Africa Corps. Et le piston continue son travail sans relâche. Le 10 avril à Staccato, le 12 à Sousse, et le 20 avril, après exactement 30 jours de combat et de poursuite, la 8e armée a chassé l'ennemi dans les collines au-delà d'Amphidaville. Et sur leurs traces, on voit partout des scènes de retour au village. Ça m'a été droit au cœur de voir ces villageois rentrer chez eux. La plupart sont perchés sur de petits ânes tellement chargés qu'on se demande comment ils font pour avancer. Ça me fait penser à la Bible. Vous savez, les ânes, les collines et les gens revenant sur leur terre. Il y a un vieil homme qui parle un peu l'anglais. Il vient me voir, moi et Joe McAdams, et il nous dit « Merci, 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 merci ». Et il nous serre la main. J'ai l'impression qu'il ne va jamais me la lâcher. Et alors qu'on le regarde descendre la colline, Joe me dit « Tu sais, George, un de mes copains a été tué l'autre jour, et j'en suis encore tout retourné. Mais quand je vois tous ces pauvres bougres qui rentrent chez eux, je me dis que tout ça a un sens. » Alors on est descendu dans le village et on a vu la même chose. Des petits garçons juifs qui enlèvent les étoiles jaunes qu'on leur a fait porter comme s'ils étaient des lépreux. Et puis nos médecins soignaient les femmes et les jeunes, comme s'ils étaient chez eux. Alors je me suis senti moins triste. Oui, sûrement. La 8e armée a laissé la division américaine à McNassey et à El Guettar, loin derrière le front de bataille. Le général Alexander ordonne à ses troupes d'aller vers le nord. Sans jamais dévier de leur cap, elles accomplissent une marche étonnante de 320 km à travers les lignes de la première armée. Et tout cela dans le secret le plus absolu. Le piston a achevé son mouvement ascendant et l'ennemi se trouve sous haute pression, comme nous l'avions souhaité. Maintenant, il faut prendre la bougie, les collines cruciales à l'ouest de Tunis et de Bizerte. Cela mène à plusieurs batailles, parmi lesquelles les plus fameuses sont la colline 609, la colline Longstop, la plaine Goubela, Djebel Mansour et Takrouna. La 8e armée attaque à Takrouna, le 19e corps français à Djebel Mansour. Sur la plaine Goubela, la 8e division blindée britannique a attiré sur elle la plus grande partie de ce qui reste des forces blindées ennemies. Après 3 jours de combat, notre but principal est accompli. Entraîner les tanks et l'artillerie ennemie dans la bataille et les détruire. Pendant ce temps, la 78e division britannique menait l'attaque sur la colline Longstop.
Pendant 12 jours, la colline retentit de coups de canon. Des positions sont prises, perdues et reprises. Lorsque les lignes allemandes sont enfin brisées, leurs morts gisent par centaines sur les champs de bataille. Alors que notre infanterie avance, ingénieurs et pionniers construisent des voies d'approvisionnement sur les hauts des montagnes. En 14 jours, ils ont construit 25 km de route. Pendant ce temps, plus au nord, les Américains entrent en campagne. Ça commence avec l'assaut de la colline 609. L'artillerie de longue portée ouvre l'attaque. Corrigez les batteries. À gauche, 8. Baker, Baker. Nous avons pris la colline 609. À l'arrivée, nous étions nettement moins qu'au départ, mais nous l'avons prise. Ainsi, une par une, les forteresses des montagnes tombent. Après le combat, il faut employer la ruse. Le général Alexander sait que les Allemands ont peur de la 8e armée. Alors il entretient cette peur par de sévères bombardements et des attaques ciblées le long du front Montgomery. En même temps, il transfère secrètement la 4e division blindée indienne, la 1re et la 7e division, de la 8e à la 1re armée du Nord, d'où partira la principale offensive. La bougie est à nous. Il ne nous reste plus qu'à faire exploser la masse combustible. C'est le moment de mettre le paquet, de nous donner les moyens d'utiliser cette puissance. Britanniques et Américains dans le ciel avec tout ce qui peut voler. Britanniques et Américains au sol avec tout ce qui peut tirer. Artillerie française. Infanterie française. Marine britannique.
Tous déversent leur furie. C'est un blitz comme leurs inventeurs ne l'ont jamais rêvé. Le défi que les nazis ont lancé au monde libre, se battre ou se rendre, est en train d'être relevé. Après seulement 7 heures de combat, le noyau dur de la résistance allemande est brisé. Nos blindés se ruent en avant. Les Américains foncent sur Bizerte. Les Britanniques se frayent une brèche au centre et s'élancent vers Tunis. Puis tandis qu'une colonne de blindés britanniques traverse à toute vitesse le col du Cap Vaughn pour pilonner à Mamet, une autre contourne à la course ce même cap pour empêcher une évacuation éventuelle. L'axe est coupé en 4 segments. La fin est proche. Par dizaines, par centaines, par milliers, ils se rendent. À pied, en camion et derrière leurs fanfares. La plus grande capitulation de troupes de l'histoire moderne. Nous avons perdu presque 70 000 hommes, morts, blessés ou disparus. 35 000 Britanniques, 18 000 Américains, 15 000 Français. Mais pour chaque homme que nous avons perdu, l'ennemi en a perdu 5. Et à la fin, 15 divisions entières et 266 000 de leurs meilleurs soldats ont déposé les armes. Ce n'est pas Batane, ce n'est pas la Crète. Ce ne sont pas des hommes minés par la maladie ou affaiblis par la faim et qui se battaient à main nue. Formés à respecter la force, ces hommes-là reconnaissent vite une force supérieure. Et quand ils l'ont reconnue, ils ont tout lâché d'un seul coup. C'est la fin de l'aventure africaine de l'Axe. Après toute cette fureur, ça fait bizarre, Joe, ce calme. Ouais. Et qu'est-ce qui te tracasse, Joe? Je sais pas, je peux pas m'empêcher de penser à tout le travail qu'il a fallu pour construire ces tanks brûlés, ces rails, ces avions, partis pour rien.
Bah, on était obligés. Bien sûr, mais quand je pense que toute cette ferraille, ça aurait pu être des camions, des voitures, des trucs comme ça. Je sais, un vrai gâchis. Tout ça parce qu'on lui a dit qu'il était un surhomme. Ouais, il s'est jamais arrêté pour réfléchir, celui-là. Il a jamais discuté le pour et le contre. Dommage qu'il n'ait pas assisté à nos discussions là-bas, au bar du coin, près de chez nous. Et tu sais, je crois que la vraie différence entre eux et nous, c'est que justement, nous, on discute le pour et le contre. Eux, non. Ouais, quand tu peux pas discuter le pour et le contre, t'es plus un homme. Exactement, t'es juste un outil, une clé, une scie, une vrille. Enfin, peut-être qu'ils aiment ça. Possible. Mais imagine que quelqu'un essaie ce truc-là sur toi ou moi, Joe. Imagine que quelqu'un te dise « crève-lui les yeux » ou « arrose ce juif ». Cette femme, on le ferait, nous? Qu'est-ce que tu crois? Écoute, Joe, toi et moi, on pense pas toujours pareil, mais on réfléchit. Toi, moi, le gars Alphonse et les autres, on peut dire qu'on réfléchit. Tu sais, George, j'ai une idée. Après la guerre, pourquoi on... Enfin, je veux dire, la même bande, on pourrait pas continuer à bosser ensemble. On pourrait tout faire, nous. Tu veux dire bâtir plus qu'on n'en a jamais vu? Ouais, c'est ça. Des bateaux, des milliers de bateaux. Exact. De la nourriture pour que les gens n'aient plus faim? Ouais. Construire au lieu de faire tout exploser. Je ne sais pas, moi, des barrages dans le désert, des routes à travers la jungle. Peut-être sur tous les océans. Je parie qu'on y arriverait. Ouais, faire tout ce qu'il y a à faire. Et casser la gueule à tous ceux qui veulent recommencer une guerre. Et faire revenir le sourire sur le visage des gosses du monde entier. Ah oui, ça c'est un boulot. Aujourd'hui, Joe, la route est toujours aussi dure. La même route qu'on vient de faire, Joe. La même putain de route. Et il y en a encore pour un bout de temps. Ah oui, un sacré boulot. Faire revenir le sourire sur le visage des gamins. L'Afrique est libre, l'Europe le sera bientôt. Les forces de la libération sont en vol.